Bien le bonjour tout le monde et merci de rejoindre cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres pour moi parce que là, il y a la bande-annonce d'Avatar 3 qui vient tout juste de sortir. Alors, hier, je suis allé voir les 4 Fantastiques et malheureusement, mon cinéma n'a pas diffusé la bande-annonce. Donc, dommage, je voulais la voir sur grand écran, malheureusement, j'ai pas pu la voir. Mais c'est pas grave, au moins là, il y aura un réel react à la bande-annonce. Moi, c'est largement le film que j'attends le plus. On peut penser ce qu'on veut d'Avatar. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui se dit. Moi, je suis un vrai fan d'Avatar. Réellement, son univers, voilà, je suis complètement amoureux de cet univers. Et bien sûr, ce film, c'est celui que j'attends. Je l'attends encore plus que comme j'attendais Avatar 2. Parce que je pense que enfin on va avoir une histoire qui va vraiment être intéressante pour le coup et ça va pas seulement être le lore. Bon, je vais arrêter de parler. On va tout de suite la mettre. Bien sûr, je la regarde en VF parce que voilà, comme je vous dis tout le temps, je suis un suppôt de Satan et je regarde les trucs en VF. Merci la dyslexie. Bref, OK, on va voir ça. C'est parti. Toute la force des ancêtres est ici. Ouais, ça va être bien. Comment vivre en étant habité par tant de haine? Si tu as le pouvoir de faire quelque chose, tu n'as pas le droit d'y renoncer. Harangue. Les enfants. Non, non, Spider. Nous trouverons un autre moyen. Votre divinité n'a aucune souveraineté ici. Ouais. Bah, de toute façon, oui. Déjà, c'est magnifique, ça c'est une certitude, mais bon, Avatar, voilà, c'est, la beauté d'Avatar, c'est plus un argument à prendre en compte pour parler d'Avatar. C'est comme si cette case, il l'avait déjà cochée depuis longtemps, et maintenant, si on veut parler d'Avatar dans le côté positif, il faut trouver d'autres arguments que la beauté. Et je suis le premier défenseur d'Avatar, hein. Mais voilà, moi, ce que je remarque, c'est que je pense qu'on va quand même avoir une histoire qui va être plus riche en lore, plus riche en rebondissements, et surtout où il va y avoir de multi-enjeux. C'est-à-dire qu'on va pas seulement avoir une ligne droite vers la fin du film, c'est qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont pouvoir se faire pour aller jusqu'à la fin. Alors, on va faire un petit débrief des images. Je vais enlever le son. Hop. Alors, bon, déjà là, on est dans les chaînes de montagne Alléluia. Normalement, on est là-bas, hein, vraiment. Donc déjà, ça voudrait dire un retour chez les Omaticaya. Un truc qui pourrait vraiment être cool parce que on a abandonné les Omaticaya dans le 2, alors que c'est quand même le peuple avec lequel on a commencé l'aventure Avatar. Donc bon,
L'équité, moi je trouve que c'était pas la meilleure des idées, mais Cameron tenait vraiment à ce que le peuple de l'eau devienne central de l'histoire. Donc, ok, si on les retrouve, c'est une très bonne chose. Voilà, donc là, on voit, ça c'est le débris, l'épave du 2. Encore une fois, Cameron, on connaît son amour pour les épaves au fond de l'eau. Donc, euh, donc voilà, on retournera sur les lieux. Peut-être que c'est le moment où elle se rendra compte que Quaritch n'est plus au fond de l'eau. Non, je sais pas combien de temps ça se passe après, mais d'un côté, dans ce milieu marin, c'est normal que le corps ne reste pas bien longtemps, hein. Ok, ensuite on voit Kelly qui est avec euh, les graines de Aiwa. Ici, on retrouve Loak. Pour l'instant, ça ressemble beaucoup aux deux, hein. On est sur les mêmes images du 2. Voilà. Et là, même avec la musique et tout, c'est très joli. Alors, ce qu'on remarque ici, on voit une jungle très épaisse. Peut-être que c'est les côtes du clan des Metkaina, peut-être. Ou alors vraiment, ça va être la zone où on retrouve les Omaticaya. Je sais pas. En tout cas, ici, on a le peuple qu'on va appeler le peuple de l'air. Bon, bah voilà. En tout cas, voilà, c'est les quatre éléments. Bon, niveau originalité, bon, c'est un peu simple, mais c'est pas très grave. Du coup, le peuple de l'air. Très curieux de voir vraiment ce que vont être ces créatures là, ces créatures très étranges pour le coup, hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment extraterrestre. Là où pour les autres créatures, on pouvait retrouver quelque chose d'assez semblable à la morphologie de nos animaux à nous, là, on est vraiment sur du nouveau. On voit qu'il y a des fils qui permettent de les diriger, tout ça. Comme je disais la dernière fois sur la vidéo où je parlais de différentes images qui étaient sorties, là, il y a un côté très manipulation de l'animal. D'accord? C'est pas très Aiwa tout ça. Après, on verra. En tout cas, du coup, qui est un peuple un petit peu de marchands qui voyagent euh, euh, de région en région. Donc, il y a un peuple nomade. Et du coup, qui vont arriver, je pense, chez les Omaticaya ou chez les Metkaina. Et en fait, à ce moment-là, ils vont parler d'un autre peuple et dire qu'il a été attaqué, etc., et que ça va déclencher des problèmes. En tout cas, on voit qu'ici, Kiri est à l'intérieur. Et donc, ça veut dire que ils sont déjà arrivés sur les lieux. Voilà, donc celui-ci, ce personnage qu'on voit à l'arrière, c'est le chef. C'est le chef du peuple désert. Euh, qui est joué par un acteur, alors je me rappelle plus de son prénom, mais vous savez, c'est l'acteur dans Harry Potter 3, le loup-garou. Un très grand acteur, un acteur britannique, mais je me rappelle plus de son nom, je suis désolé. Ok, on avance, bon, voilà, encore une fois, des plans sublimes. Par contre, ça, ces voûtes comme ça, en rush, la jungle, là c'est clairement chez les Omaticaya. Donc, en fait, voilà, je pense qu'on va les suivre en fait tout le long et qu'on va découvrir pas mal de choses. Un petit peu comme un fil rouge. Voilà. Alors ici, on a du coup ce fameux volcan. On va arriver au peuple des cendres. Et ça, bien sûr, ça c'est une théorie que j'ai depuis un bon moment. Même à la fin du 2, je commençais déjà à avoir cette théorie. Quaritch va rejoindre un autre peuple et va essayer de les monter contre les Na'vi. Enfin, contre les autres Na'vi, notamment les Omaticaya et les Metkaina. Donc là, je trouve ça logique. Enfin, je trouve que ça correspond un peu avec tout ça. Est-ce que Quaritch aurait été abandonné de la RDA, donc ferait sa propre guérilla? Ou est-ce que c'est plutôt comme dans Avatar 1, où on retrouve Jake qui est envoyé dans un peuple pour essayer de se lier à eux? Est-ce que là, ça serait pareil avec Quaritch, où il est envoyé dans un endroit pour se lier à eux, et ensuite que ça fasse des membres pour la guerre? Une sorte de manipulation qui serait intéressante. En tout cas, certes, on reproduit le même côté, la même histoire que dans le premier et dans le deuxième, où on a des personnages, un ou des personnages qui arrivent sur un lieu et qui doivent apprendre en fonction du peuple dans lequel ils arrivent. Là, on aura le même schéma narratif, mais cette fois avec Quaritch. Ça change un peu, mais attention de pas à chaque fois
refaire le même schéma narratif. En tout cas, j'ai quand même envie de le voir parce que le fait que ça soit Quaritch et le fait que ça soit des navis qui soient ennemis, ça, j'y trouve très intéressant. Ok, donc là, pareil, un décor. Moi, je pense qu'ici, on a un ancien arbre maison. Enfin voilà, c'était. Et en fait, tout a été cramé. Donc là, Aiwa n'est carrément plus sur ses terres. C'est ici, Aiwa a un petit peu abandonné ce côté de la vie. Donc peut-être que le peuple des cendres a décidé de supprimer Aiwa de leur religion, de leur pensée, de leur culture, quoi. Ici, on voit des zones un petit peu plus marécageuses avec notamment la famille Sully. Enfin, je pense que. Enfin, là, il y a Jack, là, il y a les enfants, mais derrière, je pense pas que ça soit Neytiri. Ouais, je sais pas. Ici, encore une fois, on est sur des choses qui sont pas très Aiwa, notamment de planter des gros morceaux de d'os ou je sais pas quoi dans la peau de l'animal. Bon, c'est sûrement un choix des Tulkun de faire ça, mais bon. Bon, je suis moyennement attiré par le design. Après, ça se défend complètement. On retrouve les personnages. On a encore une fois de la confrontation entre Jake et son fils. Peut-être que cette fois, son fils, donc Loak, va peut-être plus s'imposer aux côtés de son père, chose qu'il n'osait pas vraiment faire dans le deuxième. Donc là, il dit qu'il a une haine. Ouais, bah ouais. Ouais, je peux comprendre, oui. L'arrivée de Quaritch euh, au camp. Donc là, clairement, on voit qu'il arrive de manière pacifiste, donc il a déjà son idée en tête. Par contre, là, j'ai repéré tout de suite, Spider n'a pas de masque. Pourquoi Spider n'a pas de masque ici? Alors là, je suis très curieux de savoir, est-ce que au bout d'un moment, l'humain commence à s'adapter, les poumons commencent à s'adapter, etc. Peut-être que, vu qu'il a grandi ici, il a pris l'habitude, mais comment on prend l'habitude de quelque chose qui nous tue si on essaye d'y prendre l'habitude? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il respirait grâce à quelque chose d'artificiel, donc il n'y avait pas réellement des vraies séances de yoga ou voilà, enfin je sais pas. Je sais pas comment ils vont emmener ça, mais en tout cas ça me fait bizarre de le voir sans protection. D'un côté c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il devient encore plus Navi. Je sais pas. Curieux de pourquoi il peut le faire. On voit Jake qui se met à courir. Alors, vous avez vu derrière? Ah là, c'est clairement une très lourde attaque qui va se passer chez le clan des Metkaina. Ils vont se recevoir une attaque qui va être énorme. Je pense que ça peut être l'élément déclencheur ou le point pivot. Soit l'élément déclencheur, soit le point pivot du scénario qui va faire que les choses vont changer. On retrouve autour des Metkaina, hein, on reconnaît les harpons, les cheveux, tout ça. Les, les queues palmées. Et en face, voilà, là on voit clairement que en face, on a le peuple des cendres, armé de fusils. Et je pense qu'au centre, voilà, donc là je reconnais un peu la silhouette, on a Quaritch. Et là on a Varang. Varang et Quaritch, ok. Donc il va y avoir, rien que ce conflit, qui je pense n'est pas le climax, clairement pas, mais je pense que ce conflit va être super intéressant. Là ça va envoyer, et surtout, je pense que ça va être une défaite de nos personnages. Varang, que j'adore le look. Franchement, j'adore le look. Les couleurs de noir, de rouge et de blanc, enfin de bleu très pâle, je trouve que ça fonctionne super bien. Et bien sûr, voilà, quand on voit des ossements, tout ça, il y a un lien avec la mort, un détachement à Kaiwa qui est certain. Ici, on voit les nouvelles montures, très classe. Donc voilà un peu leur look. Ça fait bizarre, hein? Ça fait bizarre. Encore une fois, les navis ont des corps très fins. Il y a pas de vrais navis robustes, massifs, tout ça. On est toujours sur des corps des muscles très élancés, des longs membres et tout ça. Ok. Euh, alors, voilà.
Alors ça m'énerve parce que... Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis auteur, j'écris des histoires, notamment la saga Noctrane, et en fait, qui parlent d'envahisseurs qui vont arriver sur une planète où on retrouve des autochtones, donc les Naïkans, et eux, en fait, qui vont lutter pour survivre. Mais les, les envahisseurs, en fait, vont s'allier à certains peuples pour les mettre dans la poche. Et donc, moi, c'est notamment ça dans ma saga. Bien sûr, les envahisseurs, donc les Élèques par leur nom, les Élèques arrivent avec des caisses d'armement et vont donner des caisses d'armement, en fait, au peuple pour pouvoir les armer et en échange demander le soutien. Là, je vois clairement des caisses qui sont en train d'arriver. Vous pouvez être certain que, euh, que voilà, hein, c'est un peu mon idée. Hein. Bon, spoiler pour ceux qui lisent Noctrane, hein, ça arrivera dans le prochain. Mais ouais, ouais, je suis un peu bon. En fait, moi, ça m'embête parce que j'ai pas envie qu'on m'accuse de plagiat. Donc voilà. Alors là, il y a de la manipulation avec le feu, intéressant. Des flèches enflammées avec tous les enfants pris au piège. Neytiri qui est en soins. Ouais, ok. Alors là, peut-être le moment le plus... Ah, ça va être un moment qu'on va se souvenir, je pense, réellement. Alors là, on retrouve toute la RDA avec l'alliance qu'ils ont avec le peuple des cendres. Logique. Et je pense que Jake va être capturé. Et je pense même que Jake va être tué. Donc, si l'arrivée des Medcaïna, c'est l'élément déclencheur de l'histoire, cet instant avec la mort de Jake sera le point pivot où nos personnages, notamment Neytiri, vont essayer de prendre les choses en avant, aller chercher les Omaticaya, former une armée pour se battre ensuite. Alors par contre là c'est pareil. Regardez. Voilà, on voit un Ikran qui a l'air d'être notamment l'Ikran de Neytiri. Je suis en train de faire tout le film, c'est un truc de malade. On dirait l'Ikran de Neytiri. Donc, Neytiri dessus. On voit qu'elle est couchée, donc elle a l'air mal en point. Surtout qu'on voit un pic de flèche. Neytiri aurait pu être gravement blessée lors de l'attaque des Medcaïna. Le village étant détruit, elle n'a plus le choix. Elle doit se rendre, du coup, chez son village natal. Donc, chez les Omaticaya. Jake est capturé, il va falloir aller le délivrer. C'est pour ça qu'en fait, en arrivant chez les Omaticaya, elle va être guérie. C'est pour ça qu'on la voyait, du coup, avec les tuyaux. Ouais, blessée, elle va vraiment y aller sans plus trop avoir le choix, quoi. Et elle va rallier les forces. Le Tulkun qui attaque. Alors. Alors, ici, on a Jake et Neytiri avec, donc, dans la jungle, mais en fait, c'est bizarre parce que je suis sûr que ça, c'est un flashback. Ça, c'est un flashback parce que ce sont les peintures de guerre du premier affrontement dans Avatar 1. Donc on reconnaît les peintures de guerre. Et c'est peut-être quand ils ont rallié tous les peuples dans le premier. Donc peut-être que ça sera un flashback. Surtout cette main, la main à 5 doigts, donc la main de Jake, qui était bien visible dans le premier film. Donc je pense que ça sera plutôt un flashback, plutôt que réellement un moment lié à la timeline du 3. Varang. Alors ici, à force de chercher comme ça, je me spoil le tout. Euh, donc ouais, clairement, bon bah là on voit Varang, j'arrive pas à cliquer dessus exactement. Ouais, Varang, du coup avec son armée, et là ça attaque de plein jour. Ouais, peut-être une bataille qui va se refaire de plein jour. Ah, ça va être... Par contre, les combats aériens d'Ikran entre eux, ça va être magnifique. Ça va être super. Neytiri, ouais. Ah, le HFR, encore, il me fait un peu bizarre. Hein. Je trouve qu'il y a des images un peu trop accélérées, ma foi. Ok. Pareil, ici, ça c'est nouveau, là, c'est...
avec la lumière comme ça peut être très épique, hein. Franchement, waouh, ça peut être chouette, hein. Jake qui est là, mais en fait, ce film, ça va envoyer, hein. Parce que si là, dans la timeline que j'ai dit, ce conflit, je vois pas lequel ça pourrait être. Un combat final, ça ressemble vraiment à un combat final entre Jake et Quaritch, espérant que le dénouement ne soit pas le même, enfin, ou au moins peut-être mieux emmené, mais pas juste Spider qui sauve son père qui déteste. Ah, avec derrière, on voit les... Ouais, ça va être top. Ça va être visuellement très joli. Ouais. Alors, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. On voit ici Neytiri qui a les peintures de guerre du premier avec... Ouais, ouais. Donc en fait, non, ce n'était pas un flashback. C'est bel et bien un moment. Donc je pense que c'est le moment où ils vont rallier les Omaticaya. Ouais. Et là, le face-à-face Neytiri Varang qui va aussi être très très bien. Ça, c'est... J'aime bien dans les histoires, en fait, quand nos héros, surtout nos héros principaux, ils ont un ennemi vraiment sur lequel y a plus que simplement le conflit. Comment je pourrais expliquer? Le, le conflit Quaritch-Jake, il est plus appuyé que les autres. Le conflit, peut-être que là, Neytiri-Varang va être plus appuyé aussi. Donc les face-à-face au sein de la guerre, au sein d'un climax, sont bien plus intéressants. Kiri qui est maintenu. Et donc là, je pense ici on a Kiri et Varang du coup, voilà. Ouais. Avatar de feu et de cendre. Qui, franchement, là, sans nul doute, peut être que mieux que la voix de l'eau. Pour moi, la voix de l'eau, pour remettre un petit peu les choses au clair maintenant, pour moi, la voix de l'eau, c'est tout simplement un reboot. C'est un deuxième 1. Ce qui s'est passé, et je finirai avec ça, parce qu'après la vidéo, je veux pas qu'elle soit trop longue. Ce qui s'est passé avec Avatar, c'est que James Cameron a eu son idée. Il a sorti le premier Avatar. Ça a été un carton à tel point que personne n'aurait pensé que ça allait être un tel carton. Ensuite, de suite, l'idée qui est venue, c'est de faire des suites. Il faut faire un deuxième, il faut faire un troisième, etc. Le problème, c'est que le schéma narratif d'Avatar 1 ne permet pas spécialement de faire une suite. On a vraiment la montée du héros avec le climax et la mort du méchant. Donc, à ce moment-là, quand tu dois relancer une saga après un 1 qui était prévu qu'en one-shot, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que dans ce deuxième qui essaye de raccorder les wagons avec le premier, mais en même temps de lancer une saga, et ben, du coup, c'est pour ça qu'il a ce goût un peu amer, un peu de pas fini, de bâclé, notamment tout le truc avec Quaritch et sa mémoire, ça je suis entièrement d'accord. Il y a des gros problèmes là-dessus. Pour moi, le vrai 2 à la saga, c'est celui-ci. Et on sait Cameron, son talent pour faire les suites. On peut prendre Alien 2 ou Terminator 2. Voilà, il sait maîtriser des suites. Sauf qu'avec Avatar 2, il n'a pas pu faire la suite qu'il aurait voulu parce que c'était pas réellement une suite. C'était pas un lancement de saga. Son vrai lancement de saga, c'était le 2 et pas le premier. Donc, en fait, il a fait Avatar 1 et après il s'est posé, il a réfléchi et il a développé un scénario, une histoire sur 4 films. Bien sûr, il n'allait pas reboot la saga. Non, il reprenait un petit peu le 2. C'est pour ça qu'il en a profité pour inclure ses navis dans un peuple de l'eau, avec son amour pour l'eau. Donc, je pense que le potentiel d'Avatar, le vrai potentiel de ce que peut être la saga Avatar, va être dans ce film, dans Avatar 3. Si Avatar 3 est une déception ou ne coche pas les cases, c'est à ce moment-là qu'on pourra dire ok, Avatar, c'est pas pour moi. Avatar, c'est pas la saga que je vais suivre, etc. Le premier était un test, un one-shot qui a marché, qui est un très bon film. Le deuxième
essaye d'être un nouveau premier, un premier de saga, qui malheureusement coche les wagons très maladroitement. Celui-ci, je pense que là, on va être dans le cœur du conflit, dans le cœur de l'histoire. Et pour moi, et honnêtement, je pense que ça va potentiellement être le meilleur de la saga. Parce que ça fait longtemps qu'il nous vend le 3. Même quand il parlait du 2, il parlait beaucoup du 3, comme quoi ça va être grandiose. Donc je suis très curieux de ce film, et il y a fort à parier qu'il dépasse largement le deuxième. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Je sais que je publie pas énormément de vidéos, mais j'essaye d'en faire pour les choses importantes. Avatar, c'est possible que j'en parle un peu plus au fur et à mesure qu'il y a des infos qui sortent. Bien sûr, je ferai une critique. Et voilà. Et si vous aimez ce genre d'univers, n'hésitez pas à aller voir ma saga. Enfin, voir ma saga. Lire ma saga de roman, Noctrane. C'est dans le même style visuel, on va dire, qu'Avatar. Après, bien sûr, dans le fond, c'est complètement différent. Il y a beaucoup de choses narratives qui sont quand même bien différentes. Voilà. La saga s'appelle Noctrane et elle est disponible sur Amazon. Je vous remercie et nous, on se retrouve pour une prochaine fois. Ciao!